Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et le moment est venu de remonter la machine à remonter le temps sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia. Nous allons aujourd'hui parler d'un pays qui est très loin dans l'espace, mais qui nous est très très proche dans le cœur, puisque nous parlons d'Haïti. Effectivement, voilà un pays dont l'histoire est chargée. Oui, avec cette révolution pleine de soubresauts qui va aboutir à la toute première république noire de l'histoire. Alors je vais m'attacher dans un premier temps à retracer l'un des destins les plus incroyables que je connaisse, celui d'un esclave qui va faire son chemin jusqu'à devenir roi. Alors, chers auditeurs, je sais que vous êtes nombreux à l'écoute. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions par mail à l'adresse d'Europe 1, www.europe1.fr, mais aussi sur la page Facebook de l'émission Au cœur de l'histoire. Bienvenue ailleurs. – 13h30, 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Nous sommes à la veille de la Révolution française, mais pas en France, à 7000 km vers l'ouest-sud-ouest. Nous sommes en Haïti. À l'époque, on dit encore à Saint-Domingue. L'île était une colonie française, elle n'était pas encore séparée en deux États, bien entendu. Disons, pour être neutre, que nous sommes sur l'île d'Hispaniola, une des plus vastes des grandes Antilles dans les Caraïbes. Quand je dis une des plus vastes, c'est vraiment très très grand, cette île de Saint-Domingue, 76 000 km². Autant vous dire que c'est presque aussi grand que l'Irlande, par exemple, avec des reliefs incroyables, des montagnes, par exemple, au centre de l'île, qui culminent à près de 3200 mètres. Une végétation, et notamment des forêts archi-luxuriantes, et puis des terres agricoles d'une richesse incroyable. On arrive là-bas à cultiver tout ce qu'on veut, et notamment, bien sûr, le coton, la canne à sucre, etc. Des terres où s'échine à cette époque toute une population d'esclaves, des esclaves noirs importés d'Afrique sous le contrôle d'une population blanche très clivée, comme on dit aujourd'hui, puisque vous avez quelques grands blancs, c'est le nom qu'on leur donne, sont les colons, et puis beaucoup de petits blancs qui vivotent et qui côtoient du reste une population d'esclaves affranchis et de noirs libres. Vous voyez tout ce qu'un tel tableau peut présenter d'instable. À cette époque, les habitués de l'auberge de la Couronne, l'auberge de la Couronne, ça se trouve dans la rue espagnole du Cap Français. On disait Cap Français, c'était l'ancien nom de Cap haïtien. Les habitués de l'auberge de la Couronne, donc on est dans le nord de l'île, les clients de cette taverne au rez-de-chaussée sont habitués à être servis par un jeune noir de très haute taille, un garçon tout à fait consciencieux, mais en même temps vif, souriant, amusant même. Il s'appelle Christophe et il est né une vingtaine d'années plus tôt dans l'île anglaise de Grenade, tout au bout de l'archipel vers le sud de Grenade, c'est l'île, vous savez, de la cannelle. Regardez-le, ce jeune serviteur noir qui a toujours l'air de tout prendre du bon côté. Les clients l'aiment bien. Il lui confie toutes sortes de petites courses à faire. Vous savez, c'est vraiment celui qui est arrangeant, c'est vraiment le serveur tel qu'on les aime. Alors les pièces tombent, bien entendu, une pièce par-ci, une pièce par-là. Mais si en pile, messieurs, dit-il, ce qui veut dire dans ce langage haïtien, merci beaucoup, monsieur, tout simplement. Il est d'une politesse, ce Christophe, il est serviable. Bref, rien à redire. Son père était un affranchi, mais c'est bien comme esclave qu'il est arrivé encore enfant à Saint-Domingue. Il est entré au service à l'époque d'un officier français, et puis à 7 ans, le voilà au service d'un maçon qui lui fait transporter pas mal de choses. C'est sans doute l'explication de sa forte musculature. Il finit par prendre la tangente et en 1779, le voilà embarqué sur le navire du comte d'Estaing, en route pour l'aventure de la guerre d'indépendance américaine. Il fait partie des fameux 500 chasseurs volontaires de Saint-Domingue. Vous savez, des combattants noirs dans un régiment français, c'était une première historique. Et il va servir au milieu de ces chasseurs volontaires en tant que tambour. Un petit tambour de 13-14 ans qui participe donc au fameux siège et à l'assaut de Savannah. On est en plein dans la guerre d'indépendance américaine. Donc le voilà, si vous voulez, notre Henri Christophe, impliqué très tôt
dans la carrière des armes. Et puis, de retour au Cap Français, il est repéré par un certain Koïdévic, c'est un affranchi lui aussi, c'est le patron de l'auberge de la Couronne, et voilà comment Henri Christophe se retrouve en position d'homme à tout faire dans cet établissement. Alors je vous ai dit qu'il se faisait pas mal de pièces, les clients l'aiment bien, il amasse finalement un petit pécule tranquillement dans son coin, et bien sûr il a une idée en tête, ou plutôt il en a deux. D'abord, il voudrait racheter sa liberté. Il entend bien devenir à son tour un affranchi, ce qu'il parvient à faire en 1788. Et puis aussi, il aimerait épouser la fille du patron. Elle est si belle, la jeune Marie-Louise. Ils sont tellement amoureux. Est-ce que Koïdévic est très content de donner comme ça sa fille à un garçon qu'il vient tout juste d'affranchir? C'est une autre histoire. Il est peut-être pas très fier pour l'instant, le patron de la taverne. Mais enfin, Marie-Louise et Henri finissent par se marier. Bon, tout aurait pu continuer comme ça, j'allais dire assez normalement, si les événements de l'époque n'étaient venus s'en mêler. Alors je ne vais pas entrer dans toute l'histoire de la Révolution haïtienne, qui suit du reste très près l'histoire de la Révolution française. Quand je dis je ne vais pas y entrer tout de suite, parce qu'on va y revenir dans la deuxième partie de cette émission, en compagnie... Quelle compagnie de mon invité, quel invité, puisque c'est Marc Menant qui nous éclairera sur tout cela. Marc Menant qui est l'auteur du petit roman de Haïti. Sachez seulement, pour l'heure, que le jeune Henri Christophe, bien qu'affranchi, bien qu'amoureux, place l'envie d'indépendance, place l'idéal politique bien au-dessus de ce petit confort durement acquis. Vous savez, il faut des circonstances hors du commun pour révéler les natures hors du commun. Eh bien, je pense qu'avec Henri Christophe, on va être servi, on est en présence d'un très grand caractère. Voilà un jeune homme qui plaque littéralement sa situation pour entrer dans la mêlée, pour se battre en faveur de l'indépendance, de la liberté. On va voir ce qu'il va en faire de la liberté un petit peu plus tard. Il se fait remarquer par le célèbre révolutionnaire haïtien Toussaint Louverture. Il devient assez vite son collaborateur. Ce sont là 4 ans d'un dévouement total aux côtés d'un autre ancien esclave, Dessalines. 4 années qui sont aussi l'apprentissage du commandement. De grade en grade, de réussite en succès militaire. Voilà notre Henri Christophe qui devient général en 1802. Général haïtien pour Toussaint Louverture, c'est quand même pas mal pour un petit esclave. C'est lui, Christophe, qui se dresse en face du général français Leclerc en tant que commandant de la place du Cap Français. On peut imaginer que ce soir-là, il a passé la main sous sa chemise pour serrer très fort le porte-bonheur que lui avait donné 2 ou 3 ans plus tôt Toussaint Louverture. C'est une balle de pistolet en argent qu'il s'est fait monter en pendentif et qui pour lui va devenir une sorte de talisman. Les Français sont expulsés de Saint-Domingue en 1803. En 1804, Dessalines proclame l'indépendance. Il se fera bientôt proclamer empereur sous le nom de Jean-Jacques Ier. Jean-Jacques, c'est peut-être pas un prénom d'empereur, mais enfin, vous allez voir que dans cette histoire d'Haïti, il y a toujours un petit côté opérette qui est assez extraordinaire. Ça ferait même une très jolie opérette s'il y avait moins de sang, parce que malheureusement, c'est une opérette assez sanglante à laquelle nous allons assister maintenant. Jean-Jacques Ier, faut dire, avait sous les yeux l'exemple d'un certain Napoléon et Napoléon. C'était peut-être pas non plus un prénom d'empereur, Napoléon, ça ne l'a pas empêché de se faire couronner. Toujours est-il qu'en 1806, au moment où Dessalines est assassiné, Christophe décide de se retirer avec les siens dans la plaine du Nord et de fonder un gouvernement séparatiste. Le sud, l'ouest d'ailleurs, devrais-je dire plutôt, de son côté, reste aux mains d'un certain Alexandre Pétion, qui lui est un métis, on en reparlera tout à l'heure avec Marc Menant. Ce qui veut dire que 2 États vont maintenant se faire la guerre, vont maintenant en tout cas se concurrencer sur la Grande Île. En 1807, Henri Christophe se proclame président et généralissime des forces de terre et de mer de l'État d'Haïti. Ça y est, le nom maintenant, le vieux nom traditionnel est revenu. Et en 1811, il va plus loin, sur les conseils d'un cousin d'Alexandre Dumas d'ailleurs, voilà notre Christophe qui se fait proclamer roi d'Haïti. Je vous livre son titre complet, ça vaut son pesant d'or. Sa Majesté Henri, par la grâce de Dieu et de la loi constitutionnelle de l'État, roi d'Haïti, souverain des îles de la Tortue, Gonave et autres îles adjacentes, destructeur de la tyrannie, régénérateur et bienfaiteur de la nation haïtienne, créateur de ses institutions morales, politiques et guerrières, premier monarque couronné du Nouveau Monde,
Eh oui, défenseur de la foi, pourquoi pas, fondateur de l'ordre royal et militaire de Saint-Henri. Vanitas, vanitatis, comme disaient les anciens. Nous nous disons, tout ça pour ça, on hésite entre sourire et hausser les épaules. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Rassemblement, c'est un chant d'esclaves haïtiens tiré du culte vaudou et interprété par Toto Bissinde, qui est une chanteuse haïtienne, puisqu'au cœur de l'histoire vous parle aujourd'hui, vous l'avez compris, d'Haïti sur Europe 1, Franck. Alors vous avez le titre et le nom de la chanteuse, Julia, mais moi j'ai carrément les paroles. Cela dit, on arriverait presque à comprendre, hein. C'est ça qui est étonnant avec cette langue, je ne sais pas si on peut dire créole, en tout cas haïtienne. Ne pleure pas, ti maman, ne pleure pas, rappelle-toi ce qu'a été la terre d'Haïti. Rappelle-toi, Haïti fut maman liberté. Si elle est tombée, ça on l'a entendu 3 fois, si elle est tombée, elle se redressera. Il y a cette notion de fierté, d'orgueil, qui va devenir quasiment le leitmotiv, en tout cas l'obsession d'Henri Christophe, à partir du moment où il est roi. Je vous ai dit qu'il avait été proclamé roi le 28 mars 1811, il sera d'ailleurs bientôt couronné. On a 2 États à ce moment-là. Il y a eu donc, vous avez à l'ouest une république qui est dirigée par Pétion, et puis au nord, dans la partie est de l'île et au nord des grandes montagnes, vous avez donc ce nouvel État, ce nouveau royaume d'Henri Ier, le roi Christophe. C'est Aimé Césaire qui a écrit cette extraordinaire pièce de théâtre qui s'appelle La tragédie du roi Christophe. Elle a été publiée en 1963 et elle est devenue, un peu plus tard, elle a été jouée au Festival de Strasbourg dès 64 et dans les années 65-66, ça a été très important. Il y a énormément d'intellectuels, de gens importants, je pense à Picasso par exemple, qui ont pris fait et cause pour Aimé Césaire. Et grâce à la tragédie du roi Christophe, c'est toute une littérature et même au-delà, toute une pensée finalement noire d'Amérique qui va s'épanouir au moment même où, aux États-Unis par ailleurs, avait lieu le mouvement des droits civiques. Alors, donc, vous avez ces 2 personnages, Pétion à l'ouest qui défend la notion de liberté et au nord, notre Henri Christophe, qui lui va plutôt défendre la notion d'autorité. Il va rester roi quand même pendant 19 années. Et pendant ces 19 ans, on peut dire qu'il tient son petit royaume d'une main d'acier. Alors, il essaie évidemment de calquer tout son régime, tout son système sur ce qui existe. Et on est en face de ce paradoxe sur lequel on va revenir longuement tout à l'heure avec Marc Menant. Sur ce paradoxe incroyable de voir des gens qui se sont battus pour la liberté, contre le colonialisme, contre l'esclavage, évidemment, et qui se retrouvent, une fois qu'ils ont obtenu gain de cause, une fois qu'ils ont réussi, ils se retrouvent sous la tutelle d'un roi qui, de nouveau, les force à travailler, les renvoie au champ, les renvoie à la mine, etc. C'est un paradoxe terrible et évidemment, ces gens n'ayant pas du tout envie de travailler, eh bien, il va falloir que le roi Christophe serre la vis, si vous me passez l'expression. Alors, il a créé toute une noblesse sur un modèle, non pas français, parce qu'il est assez anti-français, évidemment, pour 1 million de raisons sur lesquelles on va revenir tout à l'heure, mais il a créé sa noblesse sur un modèle britannique. Alors, vous avez 8 ducs, 22 comtes, 27 barons et même 4 chevaliers. Il y a toute une cour avec tout un protocole. Tout ça est à la limite du ridicule, évidemment, mais c'est le problème de toutes les dynasties naissantes, ça, finalement. Et puis, il y a des armoiries, évidemment, une devise, Dieu, ma cause et mon épée. Voilà la devise du roi. Et puis, comme tout roi, eh bien, faut un couronnement. Faut le sacrer, ce roi-là. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas de cathédrale digne d'un sacre. Eh bien, c'est pas grave, se dit Henri Christophe. On va la construire. Et voilà que pendant des mois, vous avez des milliers d'ouvriers qui sont réquisitionnés et qui, sur le champ de Mars, vont se mettre à construire une immense cathédrale de 250 pieds carrés, d'une hauteur de 80 pieds, avec tout ce qu'il faut, des chapelles adjacentes, des galeries, des tribunes, un trône. Enfin bref, on est en train de recréer Westminster
sous les tropiques pour couronner le 2 juin 1811 le roi Henri et la reine Marie-Louise, parce que vous savez, la fille du cabaretier là, maintenant c'est la reine Marie-Louise, voilà. S'il vous plaît. Alors il va y avoir un prince héritier, etc. Tambour, fanfare, clairon, 8 jours de réjouissance officielle pour le couronnement du roi. Ça, c'est pour le côté festif et rigolo. Vous savez qu'en Haïti, quoi qu'il arrive, il y a toujours des fêtes, des chants. Il y a une espèce de joie foncière, d'extase, littéralement, de ce peuple qui force l'admiration de la planète entière. Et on en a eu, évidemment, tragiquement, un bel exemple récemment avec le tremblement de terre tellement meurtrier. À côté de cet aspect festif, évidemment, le roi Henri crée des institutions. Alors, déjà, il développe des casernes, il crée un hôpital. Il multiplie par 8 la taille de l'arsenal que les Français avaient déjà construit. Il fait bâtir à l'angle des rues Fontaine et Notre-Dame une sorte de palais, un palais luxueux avec 4 façades et puis toute une galerie qui lui permet d'assister tous les dimanches au défilé militaire et une revue militaire, une sorte de, si j'ose dire, de 14 juillet tous les dimanches. Tout ça n'est pas gratuit. Le but est de donner de la fierté à ces Haïtiens, de leur conférer à vitesse grand V, parce qu'on n'a pas le temps, évidemment, il n'y a pas des siècles de constitution d'un État derrière, donc il faut leur donner très vite un sentiment national d'appartenance, de fierté, d'orgueil. Il ne faut pas oublier que Christophe aussi s'appuie beaucoup sur l'armée. Hein. Il se rappelle l'assassinat de Dessalines, Jean-Jacques Ier, et évidemment, il s'entoure d'une garde, et d'ailleurs, comme il n'a pas tellement confiance dans son propre peuple, il préfère faire venir carrément une police, une espèce de police qu'il va faire entraîner, même surentraîner 20 000 hommes qui arrivent directement d'Afrique. On va les appeler les Dahomey. Et ces Dahomey, ils vont faire régner littéralement la terreur. Il y a aussi toute une politique qu'on pourrait dire sociale qui fait presque penser sous certains aspects à ce que dans les années 1920 on vivra dans l'Union soviétique, c'est-à-dire une politique de distribution des anciennes terres coloniales, distribution essentiellement d'ailleurs en l'occurrence à l'armée. Donc vous allez avoir un système bizarre avec de nouveaux propriétaires qui sont pour certains militaires, pour d'autres nobles, parfois ils sont tout simplement les deux, qui vont instaurer un régime qui hésite constamment entre socialisme et féodalisme. Et c'est plutôt une féodalité qui peu à peu se met en place. Donc vous voyez un régime policier et féodal. Vous avouerez que pour quelqu'un qui a tant milité pour la Révolution et pour l'indépendance, ça fait réfléchir. Néanmoins, c'est efficace. Comme dans toutes les dictatures, je pensais en voyant la liste là des 18 palais que se fait construire quand même le roi Henri, ça fait forcément penser au colonel Kadhafi et à ce qui se passe en ce moment en Libye. Mais comme dans toutes ces dictatures et comme dans plus exactement toutes les monarchies de despotisme éclairé, il y a des résultats évidemment. Et l'on ne peut que constater que en 1817, 150 navires étrangers pourront charger à ras-bord du café, du sucre, du tabac, de l'indigo, du cacao, de la mélasse, enfin bref, le pays redevient très prospère. On a calculé que de 1806 à 1820, donc sous l'administration du roi Christophe, le Cap va embarquer quelques 130 millions de livres de denrées de toutes sortes. Donc une dictature certes, mais une dictature efficace. Et puis alors qui va avoir cet effet, comme souvent avec ces personnages un peu mégalomanes et qui veulent marquer leur temps, il y a évidemment chez Henri Christophe, chez ce roi Henri Ier, allons pourquoi pas, il y a la volonté de créer des marques et notamment une très grande construction. Il va faire construire au-dessus de son palais, qu'il a appelé le palais de Sans Souci, hein, dans l'esprit de ce qui s'était fait à Berlin, au-dessus du très beau déjà, enfin très spectaculaire, beau c'est peut-être une autre histoire, mais enfin du très spectaculaire palais de Sans Souci, il fait construire alors sur une espèce d'éperon rocheux, presque inaccessible déjà à pied d'homme, il fait construire une énorme citadelle, la fameuse citadelle de la Ferrière. Alors quand on le dit comme ça, bien sûr, nous avec le recul, on dit « Oh, il a fait faire une citadelle ». Mais il faut imaginer que pendant 15 ans, c'est un travail énorme qui va susciter, qui va mobiliser un peuple entier. Et comme des fourmis, on va voir ces gens monter pierre à pierre, tout ce qui va être nécessaire à la construction de cette espèce de monument complètement extraordinaire.
Et puis il y a aussi, et ça c'est le dernier aspect de ces despotes éclairés, et il y a chez Henri la volonté d'être un justicier. C'est un peu Saint-Louis sous son chêne, vous savez. Mais c'est un justicier très dur. Je vous donne un exemple. Richard, duc de Marmelade. Oui, ça, évidemment, quand vous voyez les titres de la cour d'Henri, c'est pas triste. Le duc de Marmelade est condamné à plusieurs mois de travaux forcés. Alors ça, on n'aurait jamais vu ça dans aucune monarchie. Un duc condamné aux travaux forcés, ça c'est... Mais en l'occurrence, ben oui, parce qu'il n'avait pas transmis correctement un certain nombre d'instructions du roi. Donc il est à la même enseigne que les autres. Et un côté là un peu stalinien. Un jour, on soumet au roi Henri le cas de 8 hommes qui n'arrivaient pas à déplacer une pièce d'artillerie qu'on devait justement monter jusqu'à cette forteresse de Ferrières. Ah, ils n'arrivent pas à les monter à 8, dit-il. Eh bien, on enlève 2 hommes qu'on liquide, évidemment, et puis il n'en restera que 6, et il faudra que les 6 qui restent arrivent à monter quand même la pièce, le canon en question. Pas très sympathique, finalement, cet Henri Christophe, mais en même temps, un esprit assez brillant, on va le voir, et quelqu'un qui veut, par la force, qui veut, à la force du poignet, imposer le respect au monde entier. Il faut pas oublier qu'après tout, c'est le premier monarque, effectivement, couronné, le premier roi, en tout cas, couronné du continent américain, et c'est la première fois qu'on a un État indépendant noir qui veut prouver aux Blancs du monde entier, en tout cas de toute l'Europe, ce que sont capables de faire les Noirs d'Haïti. Au cœur de l'histoire revient dans un instant. Et sur Europe 1, cet après-midi, nous plongeons au cœur de l'histoire d'Haïti, Franck Ferrand. Et de l'histoire de ce souverain Henri Ier d'Haïti, Henri Christophe, en fait, cet ancien esclave qui est devenu le roi d'Haïti, qui va l'être pendant 19 ans, avec cette espèce de poigne de fer. Et sous la férule du roi, tout le monde est obligé de plier, y compris l'Église. Il est en conflit ouvert avec notamment l'archevêque, le père Corneille Brel, qui l'avait couronné. Il le fait emprisonner. Il se trouve que l'archevêque meurt en prison. Ça le met en difficulté avec l'Église. Et un jour qu'il assiste à la messe, on est le 15 août 1820, eh bien, Henri Christophe se rend compte que tout le clergé, pendant la cérémonie, pendant l'office même, le regarde d'un drôle d'air. Ça l'énerve beaucoup. Il prend ce qu'on appelle un coup de sang. En fait, il fait une attaque cérébrale. Il vacille, il meurt. Il va être victime désormais de ce qu'on appelle, vous savez, une hémiplégie. Et il va rester comme ça, hémiplégique. Le problème, c'est que quand on est dictateur, quand on est très dur, on n'a pas le droit d'être malade. Et très vite, ce sont des révoltes qui vont se lever, qui vont monter, qui vont se rapprocher peu à peu du palais royal. Et l'on voit le pauvre roi Henri, si je puis dire, qui passe son temps à incanter la balle d'argent que lui avait autrefois donnée Toussaint Louverture. C'est son talisman, je vous l'ai dit. Jusqu'ici, il a l'impression que ça lui a porté chance. Sauf que le dimanche 8 octobre, alors que les révolutionnaires sont vraiment aux portes même du palais, il n'a pas le choix. Il renvoie sa garde personnelle. Il récompense et donne congé à tous ses serviteurs les plus proches. Il est là simplement avec sa famille. Il s'enferme dans son bureau. Et il va détacher la balle d'argent du pendentif. Il va la mettre dans le pistolet et il se met le pistolet sur le cœur. Et voilà donc que ce 8 octobre 1820, le roi Henri Ier, Henri Christophe, va donc se tirer une balle en plein cœur. Il s'est suicidé pour ne pas voir la chute de sa dynastie. Sa famille, dans des conditions incroyables, va le hisser jusqu'à la forteresse de Ferrières, jusqu'à cet édifice incomparable qui va devenir sa dernière demeure. Cet édifice dont l'aviateur Lindbergh disait, il était bien placé pour le dire parce qu'en avion c'est encore plus spectaculaire, qu'il s'agissait tout simplement de la 8e merveille du monde. On va revenir juste après le flash de 14h sur ce personnage, sur toute la révolution haïtienne. Et puis, autant qu'on aura la possibilité, le temps de le faire, eh bien, on reviendra sur l'histoire de ce pays Haïti, bourré de rebondissements, de coups de théâtre, de scènes incroyables. C'est peut-être l'un des pays qui a l'histoire la plus passionnante qu'on puisse trouver. Donc, avec Marc Menant, bien entendu, qui va nous faire partager son enthousiasme pour les Haïtiens. Eh bien, on a hâte de vous retrouver sur Europe 1, Franck Ferrand. À tout de suite. – 13h30, 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Haïti est à la une au cœur de l'histoire aujourd'hui sur Europe 1 et à vos côtés, Franck, pour en parler, on retrouve Marc Menant qui est journaliste, écrivain bien connu des auditeurs d'Europe 1. Je rappelle son livre peut-être ? Une voix mythique d'Europe 1. Le livre, c'est le petit roman de Haïti aux éditions du Rocher. C'est un très joli petit livre qui non seulement est passionnant sur un plan historique, mais qui est une véritable, comme toujours avec Marc, qui est un essai littéraire, c'est très important. Ce n'est pas le dernier livre de Marc Menant, puisque vous venez, vous voyez Marc, c'est la tradition. Vous venez de publier un ouvrage, alors là, beaucoup plus polémique et récent. Un brûlot. Digne de Christophe, si je puis dire. Ça s'appelle Médecine Régime, la terrifiante imposture. Et j'essaie de démontrer comment on est dans l'affabulation médicale, comment on est victime des médicaments et comment Cohen, Kayat et puis Ducamp sont de véritables, non seulement affabulateurs, mais des personnages dangereux pour notre santé. Alors je précise qu'il est tout à fait possible d'envoyer des mails soit sur le site, soit par Facebook, mais que si vous voulez réagir à ce que vient de dire tout de suite Marc Menant, il vaut mieux le lui envoyer directement à lui, parce que nous nous consacrons aujourd'hui à Haïti. Et alors, j'ai fini cette évocation un peu rapide, évidemment, du roi Henri, du roi Christophe, pour reprendre l'appellation même d'Aimé Césaire, sur cette incroyable forteresse, sur cette citadelle de la Ferrière, au sommet de son piton rocheux. La dernière chose que l'on voit, c'est l'orgueil du peuple noir, Franck. C'est ça. Il était lui-même cette imprégnation, cette incarnation. Il avait dit « Je veux donner à ces paysans des souvenirs et surtout un orgueil qui flambe, qu'il soit à la hauteur des Blancs. » Et vous l'avez dit, pendant 15 ans, c'était une véritable fourmilière. On partait sur ces chemins escarpés, des petits gamins de 5 ans qui portaient leurs pierres, qui s'étaient les uns et les autres dans la mêlée. Ils se bousculaient. Celui qui était trop maladroit ou qui ne tenait pas la cadence, allez hop! La milice les poussait dans les précipices. Dahomey, les fameux Dahomey. Mais bien évidemment, il fallait avoir le rendement. Et alors, dans ce monde de tourmente politique, mais tourmente de la nature aussi, on a vu l'année dernière, bien évidemment. Mais ça ne cesse là-bas. C'est à la fois le paradis, avec un climat enchanteur, mais de temps en temps, ces caprices qui viennent tout détruire. Eh bien, l'orgueil du peuple noir en 1842 va tenir face au séisme qui effondre tout le nord d'Haïti, tant et si bien que Lindbergh pourra dire, comme vous l'avez signifié, qu'elle est la 8e merveille du monde. 1842, séisme et la citadelle. Elle reste. Et là, au dernier, même chose. Même chose. C'est-à-dire qu'en plus, le dernier séisme il n'a pas eu lieu dans cette région. Port-au-Prince, non pas Capétien. Mais c'est quand même, c'est une sorte de défi, effectivement, à la nature. Mais tout est symbole à Haïti. Les débuts d'Haïti. Est-ce que vous voulez qu'on passe par là? Non, j'aimerais d'abord que vous nous disiez, vous, Marc, d'où vous vient cet amour d'Haïti? Eh bien, d'un détour. Une escapade, j'ai beaucoup bagnaudé à travers le monde, traîné mon sac de marin. Au départ, j'ai une formation d'officier de la marine marchande, alors je n'ai jamais navigué en tant que tel, mais en tant que journaliste, j'ai été appelé à la musarde. Et j'aimais rencontrer les femmes dans les ports. Et je suis arrivé sur cette terre d'Haïti, alors que c'était Bébé Doc qui régnait, le fils de François Duvalier, qui vient de retourner en Haïti. J'ai été fasciné par la gaieté de ces gens. C'est un monde magique. Magique sur le plan religieux. Les esprits sont là, ils rôdent, mais on est en connivence avec les esprits. À chaque instant, on est dans l'incantation. Et tout à l'heure, vous parliez de cette joie. Mais elle est en gigue sur les hanches de toutes les petites négresses. On n'est jamais abattu en Haïti parce que ces esprits veillent sur vous, mais en plus, ils vous insensent, ils vous insufflent le sens du rite, le sens de la création. C'est un peuple d'artistes. L'art naïf, les peintures, mais cette musique aussi endiablée qui les emporte les uns et les autres. On comprend mieux, j'allais dire l'enthousiasme, c'est beaucoup plus que ça, l'émerveillement d'un Christophe Colomb lorsqu'il débarque pour la toute première fois donc dans cette Alors lui, c'est le décor qui le touche. Oui. À la fois le décor et les Arawaks qui sont les premiers. On est en quelle année donc là? On est en 1492, tout simplement. Et donc au mois d'octobre, il y a d'abord la première escale, et puis il va se retrouver avec la Santa Maria. Il y avait 2 navires qui l'accompagnaient, la Pinta et la Nina. La Pinta et la Nina étaient menés par 2 amiraux. La Nina, comme vous voulez. et les frères Pinzon. Et sur la Nina, l'un des frères Pinzon
est là à guigner, à espérer trouver l'or que l'on espère sur cette terre. Et alors, l'entourloupe, il s'en va. Et voilà mon Christophe Colomb qui avait déjà été menacé par des grondements à bord. Comment cet étranger voudrait nous commander? Et imaginez ces incultes qui mènent les manœuvres sous les ordres de l'amiral, mais qui, eux, ne pensent pas que la Terre est ronde. Et on risque de basculer au bout de l'océan. Et la famine qui commence à miner les organismes. On est là, on n'a plus rien, il n'y a plus que les biscuits rassis, Laurence, même plus le coup de gnôle. Alors, on se dresse fort bon face à l'autorité. Et néanmoins, Colomb arrive à les maintenir en leur disant « Regardez, là, il y a une brindille. Regardez, il y a un oiseau. On arrive près des terres, on arrive près des terres. » Il les maintient. Et c'est ce qui lui permettra de se retrouver un beau matin devant Haïti, enfin ce qui deviendra Haïti, mais qui s'appelle déjà Haïti, car les Arawaks appellent cette terre. C'est le nom Haïti. Traditionnel. Et alors, là encore, cette imprégnation religieuse, on est à une époque où le puritanisme est total, un peu comme aux États-Unis aujourd'hui. Et qui se dresse devant eux? Des gens qui vont nus. C'est irrecevable pour leur esprit. Mais ils sont tellement beaux que quand vous lisez les comptes rendus de Christophe Colomb, puisqu'il tenait au quotidien son journal de bord, il dit « Je n'ai jamais vu de personne aussi magique, aussi majestueuse. » Et il est fasciné, il en oublie la nudité. Mais lorsque le 25 décembre 1492, il est face à ce qui sera le cap haïtien d'aujourd'hui, à un moment donné, c'est le jour du Seigneur. Et pour lui, le religieux, il va lui falloir rendre hommage en cette nativité célébrée à Jésus. Alors le soir, alors que la mer est là, une mer d'huile, comme on dit, ce ciel de roi mage, ça scintille de partout, les tropiques, dans leur grandeur, dans leur splendeur. Il est là, il se dit, il est temps d'aller rendre hommage au Fils de Dieu. Alors il gagne sa cabine, mais il y a une consigne à bord. Chacun doit tenir sa position et jamais un mousse au gouvernail. Mais l'homme qui est au gouvernail, lui aussi, il est sous la tentation des tropiques. Alors il dit « J'aimerais bien sombrer, me laisser emporter par le rêve. Hé, toi, môme, viens là !» Et c'est le petit mousse qui se retrouve dans cette mer d'huile, sous ces étoiles scintillantes, à se croire le maître du monde. Il ne s'aperçoit pas qu'il y a la marée qui est là, qui s'éclipse et qui fait que la Santa Maria est en train de dériver. Et soudain, il y a un craquement. Ils viennent de s'échouer. La Santa Maria qui hurle en ce jour de la nativité, ses entrailles qui se déchirent. Mais là, ce n'est pas pour la naissance, c'est pour la mort du navire. 39 hommes vont se retrouver ainsi, dépourvus de tout bateau. Christophe Colomb sur cette île extraordinaire. Alors, il faudrait parler de François Mackandal, par exemple. Il faudrait parler de toute l'histoire d'Haïti. Il y a tellement de choses. Le mieux, c'est de renvoyer les auditeurs à votre roman, Marc. Oui, on me fait signe, pardon. Que j'ai oublié de vous dire ce que c'était.
Alors la musique en question, c'est un extrait de la musique réalisée par René Dupéré pour le spectacle du Cirque du Soleil Saltimbanco. Ah oui. Et c'est dans l'esprit, on va dire, d'Haïti. Exactement. Ça n'est pas de la musique haïtienne, mais ça pourrait presque en être. Tout est musique haïtienne. Tout est musique avec Haïti et tout est musique haïtienne, effectivement. Marc, vous êtes donc l'auteur du petit roman de Haïti et j'aimerais qu'on revienne sur la période de la Révolution. Alors, j'ai dit tout à l'heure, en commençant, en ouvrant cette émission, que la Révolution haïtienne suit de très près, se décalque littéralement sur la Révolution française. C'est ce qui va tout lancer, quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'abord une agitation des mulâtres. C'est une terre de racisme. D'abord, il y a les Blancs. Et ces Blancs, ils sont tentés, bien évidemment. C'est-à-dire que les jeunes femmes venant d'Afrique, il n'est pas question de les vêtir. Et sous les tropiques, bien que l'on soit issu de l'aristocratie ou qu'on ait tenu un certain rang en France, que l'on soit habitué aux beaux costumes, il fait trop chaud. Alors on tombe la veste. Et quand on tombe la veste, on se laisse infiltrer par quelques démons, surtout quand on voit ces petits tétons tout fripons qui sont là, qui s'agitent devant vous. Alors, que de petits mulâtres vont naître de cela. Mais ça ne s'avoue pas, ça se cache. Et on a honte de ses propres descendants. Ce qui fait qu'on va avoir une société extrêmement parcellaire. Et je dirais qu'on se bat, même le noir, qui, au bout de quelques années, se trouve en identification de cette terre, ne se sent plus bossal. Les bossals, ce sont ceux qui arrivent... Il faut bien dire les noms, oui. Voilà, Qu'est-ce que c'est que les bossals? Voilà, le bossal, c'est l'esclave. C'est ça. Celui qui arrive, qui a été retiré de sa terre. Qui débarque carrément d'Afrique, en fait. Qui ne connaît rien. Et pour la plupart, ils étaient à l'intérieur des terres, ils ont découvert la mer, ils ont été placés dans les ventres de ces navires. C'est terrible. Et puis ils arrivent, ils sont vendus en chair humaine. Mais on a fait attention à eux parce qu'ils ont une valeur marchande. Et il n'est pas question de les maltraiter. Et lorsqu'ils sont sur place, en fonction de leur qualité physique, on va leur attribuer une certaine position. Alors les plus costauds, bien évidemment, vont avoir les travaux les plus durs. Et on travaille 12 heures par jour, 7 jours sur 7, et dès l'âge de 10 ans. Aucune éducation, et ça va même plus loin que ça. Au-delà du travail, le soir, pour manger, si vous n'avez pas fait votre petit lopin de terre, il n'y a rien du tout. Alors, c'est pas grave. Ces gens, bien évidemment, supportent difficilement cette férule où les pires tortures sont infligées aux uns et aux autres. Alors ça grogne un peu, mais il y a toujours les esprits que l'on appelle à la rescousse. Ces esprits qui font que dans les cases le soir, ça s'agite et on se trousse, on se détrousse. On est dans la joie la plus pure. Tant et si bien que les mulâtres vont s'agiter, mais bon, tout ça est plus ou moins récupéré par l'ordre ambiant des Blancs jusqu'en ce 14 août 1791. Et dans les cases, il y a des petits bruits habituels, les musiques qui montent. Et c'est un dénommé Boukman qui vient de déclencher la révolte à Bois-Caïman. C'est un Oumman, c'est-à-dire un prêtre, et il s'était fait nommer cocher, parce que c'était plutôt un esclave exemplaire. Ce qu'il faut dire quand même, Marc, c'est que cette révolte, elle est rendue possible par la révolte des grands propriétaires eux-mêmes contre la métropole française, du fait de la Révolution française. C'est-à-dire qu'il y a l'agitation des mulâtres, après... Il y a les grands propriétaires qui, eux, se disent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'exemple des États-Unis, ils ne veulent pas rester sous la férule de l'autorité venant d'ailleurs. Et surtout révolutionnaire. Bien évidemment. Donc, eux, ils vont du côté des Anglais. Et puis, il y a les Espagnols, parce que les Espagnols sont restés les possesseurs de l'Est. Pour montrer donc, tout ça, on est dans une sorte de confusion, de bouillonnement. Grande confusion, bien sûr. Bon. Mais bon. Et alors, c'est Boukman qui va récupérer tout cela avec ce mécontentement qui est en jachère depuis longtemps mais qui ne cesse de monter. Et donc ce soir du 14 août, on se dit que il y a une sorte de fanatisme religieux, peut-être une fête inexpliquée, qui justifie l'agitation dans toutes les grandes plantations. Mais non, c'est là-haut à Bois-Caïman. Il a réussi, en étant cocher, à faire passer une sorte de message et les initiés vont se retrouver avec Mambo Céline Fatiman et ils vont décréter que c'est la grande révolte, que le peuple noir doit dorénavant vivre libre. Et c'est Boukman. Tout ça, l'ouverture n'a rien à voir là-dedans. Non. Et ils vont être 3. Il y a donc Boukman, il y a Biassou, il y a Jean-François. Ce sont les leaders. Et Toussaint Louverture, lui,
est un peu le émancipé. secrétaire, en fait. Oui, mais c'est un émancipé, il ne faut pas oublier. Il est devenu une sorte de petit colon à sa façon. Oui. Il jouit, il a 17 esclaves à son service, sur un lopin de terre, lui aussi. Et quand il voit tout ce mouvement, il se joint à la révolte. Mais comme vous dites, c'est parce qu'il a été lettré, il a été protégé par son maître. Et par conséquent, on va pouvoir l'utiliser aux écritures, comme aurait dit ma grand-mère. Il y a quand même des envoyés de la métropole, il y a des Français qui essaient de tenir tout ça, je dis bien, faudrait pas dire un mot de Sontonax rapidement. Sontonax, c'est formidable parce qu'il est oublié de l'histoire et c'est le premier blanc qui ait pensé que les Noirs méritaient une dignité, même si en l'occurrence, ça servait une stratégie pour essayer de rétablir l'ordre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Boukman va être tué pratiquement dans les premiers jours. Il suit un peu les événements, Sontonax. Voilà. Mais Boukman va être tué. Et donc, il y a Jean-François et Biassou qui mènent la révolte. Toussaint Louverture, qui est, lui, légèrement décalé, qui les accompagne les uns et les autres. Et Sontonax va proposer, lui, la liberté aux gens qui rejoindraient l'armée française afin de rétablir l'ordre. Et Toussaint Louverture et ses comparses, je le mets en tête, mais même s'il ne fait que les suivre, sont passés aux Espagnols. Ils sont passés aux Espagnols parce qu'ils ne comprennent pas qu'on ait perdu un roi en France. Et Sontonax va proposer, lui, la liberté à ceux qui viendront sous le drapeau français. Et à ce moment-là, vous savez ce que répond Toussaint Louverture par courrier, par l'intermédiaire d'un prêtre. Il dit « Nous avons toujours obéi à un roi. Il est hors de question que nous rejoignions un peuple qui n'a plus de roi. Quand vous aurez mandé un roi, peut-être nous vous suivrons. » Et ils vont du côté des Espagnols. Cette fièvre du récit, cette extraordinaire envolée, vous la retrouvez quasiment mot pour mot parce qu'il y a la même verve dans le petit roman de Haïti de Marc Menant aux éditions du Rocher. Franck Ferrand sur Europe 1. On a eu tendance, je ne savais plus si c'était vous ou moi, Julia. Allez-y, mais bon. je vous en prie. On est bien sur Europe 1. On est bien sur Europe 1 et il est bien 14h24. On a eu tendance à être un peu dur avec Toussaint Louverture quand même, Marc Menant. Il faut quand même essayer de réhabiliter un minimum ce personnage qui a joué un rôle essentiel. C'est pas ça, il est opportuniste de l'histoire. C'est l'histoire qui vient le cueillir, voilà, c'est pas lui qui déclenche l'histoire. Et à un moment donné, donc, il est l'homme de la réserve et les uns et les autres vont être éliminés. Mais alors, quand il passe à l'Espagne, c'est donc Jean-François et Biassou qui sont les patrons. Lui, il est colonel, je dirais, de réserve d'une certaine façon, l'homme des Écritures. Et il est fâché parce qu'il estime que les autres bénéficient d'un traitement qui lui revient de droit. Il était quand même, lui, l'un des propriétaires. Il était un noir libre. Et comme il rêve d'une identification aux Blancs, qu'il a vu dans cette révolte la possibilité enfin d'être dans ce blanchiment moral, il admet mal d'être dans cette sous-traitance. Et alors il va aller au nom de l'Espagne prendre Arcaï, une ville, et une fois qu'il a pris la ville, eh bien il dit maintenant je suis français. Et il fait savoir donc qu'il est du côté de la République. Mais n'oublions pas non plus cet isolement d'Haïti. C'est-à-dire que quand vous êtes sur place, là-bas, c'est très loin. 7000 km. Alors donc, les nouvelles, ça met 2 mois et demi avant que les échanges se fassent. Et à un moment, il y a la réhabilitation. Donc on a bien compris, les Espagnols sont restés patrons de l'île à l'est. Et puis les Français sont sur ce qu'on appelait Saint-Domingue, et qui est aujourd'hui donc la partie est. Et l'inverse, oui. L'inverse. Et il va se nommé lui-même à un moment donné, s'autoproclamer gouverneur d'Haïti. Mais il le fait, enfin de Saint-Domingue, mais il le fait sous le contrôle des Français. Il n'est pas question d'indépendance. Mais ça fâche Napoléon. Pourquoi ? Parce que Napoléon, d'abord, il a un rêve. Il voudrait monter une sorte d'extension de la France à travers les îles, là, dont Haïti comme maîtresse, et puis le golfe du Mexique. Et également, il ne veut pas brusquer les Espagnols. Et lorsqu'il apprend que Toussaint Louverture a pris cette initiative, eh bien, il décrète d'aller
le déloger. En quelque sorte, il va envoyer son beau-frère, Leclerc, et en éclaireur, les 2 fils de Toussaint Louverture. Parce que c'est ce que je vous ai dit, il y a cette obsession du blanc que vous avez merveilleusement bien souligné tout à l'heure. C'est pour ça que l'on recrée à chaque fois des gouvernements d'opérette. Mais d'abord, Napoléon, c'était pas un gouvernement d'opérette. Oui, il se mettait les galons, il se mettait les médailles, mais enfin, faut oser le dire. Et eux, ils ne font que ça aussi. Parce que vous ne pouvez pas traiter avec les blancs si vous n'êtes pas dans leur apparat. Alors il faut apparaître de cette manière-là. Et donc, il a envoyé ses 2 fils. Y compris contre la volonté profonde du peuple d'Haïti, qui lui est très éloigné de tout ça. Mais alors, et le peuple d'Haïti, donc il y a les mulâtres, il y a les créoles qui sont les intégrés, et les bossales qui n'ont qu'une seule idée en tête, c'est d'être dans la véritable liberté, dans l'autonomie, et non plus dans le productivisme. Parce que je dirais que Haïti, qui est alors Saint-Domingue, c'est la création du productivisme. Ils sont une sorte de laboratoire de ce qu'est devenu notre monde industriel, produire. Et eux, ils ne veulent surtout pas cela. Et donc, il y a les 2 fils qui sont envoyés par Napoléon pour essayer de pacifier le père. Donc, oui. Et avec Leclerc, et bien évidemment, il va refuser, tant et si bien qu'il finira... Qui va refuser ? Toussaint Louverture. Et puis, quand il cède, eh bien, Leclerc va le piéger, et c'est là qu'il sera arrêté et conduit en France, où il va mourir au fort de Joux, dans le Jura, avec son domestique Plaisir. Mais c'est quand même incroyable. Il est mort, on peut dire, de froid et d'humidité. Mais non, mais humilié comme il n'est pas permis. C'est-à-dire que le grand gouverneur, celui qui espérait donner une identité aux Noirs, une identité blanche, est complètement écrasé. Et la grande revanche, c'est que ses successeurs, en l'occurrence Dessalines et Christophe, qui vont reprendre le flambeau, mais sous la pression en particulier de Capois, c'est-à-dire les bossales, eh bien, ce sont eux qui vont faire d'Haïti cette terre libre, et c'est Dessalines qui déchire le drapeau français. Marc Menant aux éditions du Rocher, le petit roman d'Haïti. Il faut vraiment aller lire ça. Vous allez retrouver exactement la musique que vous avez là depuis une demi-heure. Et puis, je signale chez Perrin dans la collection Pour l'Histoire, un ouvrage dans un style infiniment plus classique qui est une sorte de référence sur l'histoire d'Haïti, de Catherine Ève Roupert, Histoire d'Haïti, la première république noire du Nouveau Monde. Donc Catherine Ève Roupert, c'est aux éditions Perrin. Merci vraiment beaucoup Marc Menant d'avoir été là, ça fait très plaisir. Nous allons la semaine prochaine continuer sur cette lancée. Je suis vraiment très content de voir que le public nous suit, si je puis dire. Nous recevons pas mal de mails et de lettres, etc. Ça fait très plaisir. C'est la variété qui nous gouverne, on peut dire, Julia. On change d'univers tous les jours. C'est le but. C'est d'ailleurs c'est un moyen aussi de s'évader, de rêver. Et le dynamisme haïtien. Et vous le avez dynamisme. Cette fougue. On va garder la musique haïtienne, c'est promis. Et puisqu'on parle de fougue et de dynamisme, nous retrouvons tout de suite Faustine Bollard.